Salut tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo critique, un Blu-ray, un film. Aujourd'hui, on va continuer la saga Harry Potter avec Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc je vais vous présenter le Blu-ray comme d'habitude et après on partira sur une critique du film et une comparaison par rapport au livre. Alors sur le Blu-ray, même que pour le 1, donc on a dessus Harry Potter et donc Dobby, l'un des personnages, donc l'elfe de maison, l'un des personnages intégrés à la saga Harry Potter dans ce chapitre-là. Donc c'est pareil comme pour l'autre, un format DVD et Blu-ray. C'est pour ça qu'il est plus grand et bien sûr toujours en format cartonné, car il est issu de la même collection. Et puis derrière, on voit tout simplement une image d'Harry Potter et Ron Weasley dans la fameuse voiture qui sera invisible, mais pour ça il faut voir le film. On n'en parlera pas trop parce que, enfin si un petit peu, mais c'est pas non plus un des points hyper importants du film. Voilà. Donc après, on va aller très vite parce que le premier c'est la même chose. Mais si on l'ouvre, voilà, donc la même jaquette hein, pour le recto et le verso pareil. Et si on l'ouvre, comme pour l'autre Harry Potter, sauf que là la jaquette est complètement différente. On retombe en fait sur le DVD et les Blu-ray de l'image, on va dire que le poster qu'on connaît le plus d'Harry Potter à la Chambre des Secrets qui est sorti à l'époque. Mais comme pour l'autre, hein, un fond très neutre et puis les deux stickers et un Blu-ray et un DVD. Comme pour Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà. Donc ça reste un beau petit Blu-ray parce que bon, le côté cartonné, etc. est assez sympa. Et puis bon, c'est parti d'une collection, donc je vais pas me répéter à chaque fois parce que jusqu'au 6ème, il me semble, on est sur le même type de Blu-ray. Donc voilà, je parlerai plus de la description du Blu-ray quand on sera au 7ème, parce que les Blu-ray sont légèrement différents. D'ailleurs, on a une version Steelbook pour Harry Potter 7, partie 2. Voilà. Donc, on va parler surtout du film Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors, pour parler de ce film, il est tout aussi coloré que le premier. Voilà. De toute façon, on a gardé le même personnage le même acteur pour Dumbledore, vous savez pourquoi. Et ses costumes sont toujours tout aussi colorés, le poudlard n'a pas changé, tout est toujours dans l'émerveillement au niveau de la magie. Par contre, il y a une couleur qui va prédominer pendant ce film-là, c'est la couleur vert. Enfin, parce que tout simplement le film est centré autour d'un nouveau méchant qui s'appelle l'héritier de Serpentard. Voilà, ça va être pas l'ennemi, mais entre guillemets ce qui va peser sur le film. Voilà, ça va être un peu l'intrigue du film va tourner autour de ça, autour de l'héritier de Serpentard. Voilà, c'est ça qu'il y aura beaucoup de petites teintes vertes parsemées par-ci par-là pendant le film. De toute façon, le cadrage reste le même, mais la couleur verte va un peu plus se dominer comparé à la couleur rouge qui dominait plus dans Harry Potter et un peu de bleu aussi qui dominait plus dans Harry Potter à l'école des sorciers. Alors après, si on part plus sur le film, on s'est mis en place de nouveaux personnages, hein, bien sûr. Déjà, le premier personnage qui va être mis en place est Dobby, l'elfe de maison, hein, qu'on va pouvoir rencontrer avec la fameuse scène du gâteau au début du film. Je vous spoil pas parce que je pense que tout le monde connaît cette fameuse scène. Le film va mettre en place également la famille des Weasley, la fameuse famille du meilleur ami de Harry qui se fait dans le premier, les fameux Roux, la famille des Roux. Et donc on va mettre en place cette famille-là, où est-ce qu'ils habitent, et puis c'est une grande famille, donc comment ils interagissent entre eux, etc. Donc c'est sympa de découvrir ça dans ce deuxième chapitre-là. Et puis dans le film, c'est même particulièrement bien reproduit. Leur état d'esprit assez enfantin, en même temps très sérieux, des espèces de sorciers par exemple dans la cambrousse, une grande famille qui se débrouille un peu avec ce qu'ils ont, etc. Moi je kiffe leur maison personnellement, mais donc voilà, ça met en place cette famille. Ensuite, Harry Potter à la Chambre des Secrets va mettre également en place une famille opposée, d'ailleurs qui sont en conflit avec les Weasley, la famille des Malfoy, donc la famille qui est associée à Drago Malfoy, l'ennemi, on va dire, de Harry Potter. Avec donc le fameux nouveau personnage Lucius Malfoy, qui a cette espèce de canne, baguette, bâton pendant le film. Voilà, donc moi je vais surkiffer ce truc. Voilà, alors, pour vous montrer vite fait la taille, voilà, je ne sais même pas si je peux. Vous voyez un petit peu la taille de la baguette. Hein, regardez, si on part de là, blam 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 blam. Voilà.
C'est du gros truc. Et bien sûr, hein, alors, toujours dans le collection, bien sûr, il y a, comme dans le film, on peut sortir la baguette de son fourreau. Attendez, je pose juste le bâton. Voilà, la baguette avec le fameux pommeau en serpent, là, avec les petits yeux verts, etc. Donc ça met en place, je vais la poser parce qu'on va essayer de faire l'essuie-glace comme dans l'ancienne vidéo. Ça met en place, comment dire, le personnage donc de Malfoy et sa famille, tout simplement. Et puis des conflits, etc. qu'on va pouvoir voir autour de ça. Après, qu'est-ce qui est mis en place un petit peu? Oui, si, le ministère de la magie, on apprend qu'il y a un ministère qui existe, etc. Une espèce de prison, enfin voilà. Et puis on voit un peu la vision moldue sorcier dans le... Comment les sorciers voient les moldus. Ça qui cache beaucoup de choses, comme par exemple, pour revenir sur la fameuse voiture invisible, voilà, ça revient dessus, c'est le... Enfin, Harry et Ron se font engueuler, hein, le fait d'avoir pris cette voiture, et donc on comprend que les sorciers sont vraiment dissimulés et qu'ils font tout pour pas que les moldus les voient. Voilà. Et puis, donc, comme je disais, voilà, ce film met en place la tête de Serpentard, qui sera donc l'ennemi du film, parce que voilà, il y a des personnes qui vont être retrouvées pétrifiées, et on va se demander qui c'est. Et puis, bien sûr, bah, Harry va être mêlé à cette histoire-là. Je vous spoilerai pas parce que c'est sympa de découvrir de quelle façon Harry va être mêlé à ça. La partie spoil, on en parlera peut-être un peu plus. Puis voilà. Ah, puis après, si un nouveau personnage qui va être intégré à ce film, juste pour ce film, c'est le fameux Gilderoy Lockhart. Parce que bien sûr, sur ceux qui ont vu le 1, le professeur Quirrell est mort, hein, donc voilà, il faut remplacer le professeur de défense contre les forces du mal. Et c'est le fameux Quirrell Lockhart qui va le remplacer. Une espèce de sorcier extravagant qui écrit plein de bouquins hyper connus, etc. pour des faits grandioses, magnifiques, héroïques, bla bla bla. Il l'intègre au film comme nouveau prof, c'est un prof de merde. Il y a toute une histoire à côté, enfin toute une histoire, une petite histoire à côté de lui. Personnellement, j'en parlerai pas dans cette vidéo parce que voilà, il ne sert pas forcément grand chose dans ce film. Concrètement, c'est pour apporter un peu de gaieté puis un peu de nouveauté, mais il ne sert pas non plus à grand chose. Voilà. Alors, par contre, bien sûr, le film est également long. Hein. Tous les Harry Potter sont longs. Par exemple, celui-là fait 161 minutes. Voilà, alors, il est un peu moins long. Ah non, si, je crois qu'il est un peu plus long que le premier. Là, il fait 2h40. Un peu beaucoup, mais je pense que c'est nécessaire pour vraiment apprécier ce film. C'est juste sa valeur en termes de décor, de scénario, d'acting. Les créatures magiques sont très bien représentées, très bien construites, etc. Il n'y a pas de souci avec ce film. C'est pas mon préféré parce que, je vous dirai plus tard que mon préféré, je vous le dis tout de suite, préféré le troisième, voilà. Après pas forcément en termes de respect du bouquin, mais juste en termes de film, voilà, je préfère le troisième. Mais c'est vrai que les deux premiers ont ce côté de nostalgie qui est particulièrement appréciable. Voilà. Enfin, sinon quoi dire de plus sur le film, pas grand chose. Maintenant on va pouvoir rentrer vraiment plus dans la partie spoil, donc je vous conseille de voir ce film, hein, bien sûr. Mais il y a des éléments qui manquent au film, ou des éléments qui ont été un peu retransformés par rapport au bouquin, et des choses qui sont très bien, des choses qui sont un peu dommages, mais on va en parler maintenant dans la partie spoil. Alors, la partie spoil va se découper donc sur plusieurs plans, un peu comme Harry Potter 1, comparaison au bouquin. Alors, pour ceux qui ont lu le livre, et qui savent un peu ce qui s'est passé dans Harry Potter et la Chambre des Secrets dans le livre, il manque tout un pan de scène quand Harry arrive au terrier. Donc la maison des Weasley. Parce que oui, ils arrivent en voiture, etc. Il n'y a pas de souci, ils découvrent la famille et tout, il n'y a pas de problème. Par contre, il manque un petit truc qui s'appelle simplement je crois que c'est la dégnomisation, un truc comme ça. Enfin, ils doivent aller dans le jardin et se débarrasser de tous les gnomes du jardin du terrier. C'est une scène assez marrante dans le livre. Après, peut-être que dans le film, ça rendait pas bien, ils n'avaient pas forcément assez d'effets spéciaux pour ça, mais malgré qu'ils ont quand même fait les lutins de Cornouailles assez bien réalistes. Je sais pas pourquoi, et Dobby aussi.
Alors peut-être justement, c'est peut-être pour peut-être faire que les enfants aient de confondre entre les gnomes et Dobby, mais bon. Enfin, Dobby était quand même assez différencié pour qu'on fasse la différence entre les gnomes et Dobby. Voilà. Donc les gnomes, c'est une petite créature un peu chelou, là, un peu dégueulasse, là, qui détruisent le jardin. Et la mère de Ron demande à Harry et Ron, il me semble Hermione, mais je suis... Non, Hermione n'était pas... Non, pas Hermione parce qu'elle n'était pas là. Mais à Harry et à Ron de dégnommer le jardin. Voilà. C'est une scène qui manque. J'aurais pu juste faire un petit truc, je sais même pas si c'est dans la scène bonus, mais je pense pas, parce que j'ai aucun souvenir de ça. C'est un peu dommage, mais bon, après, parce que le film est déjà assez long, je ne sais même pas si c'est à rajouter la scène des gnomes. Ensuite, si on continue dans le film, si vous vous souvenez, Harry, Ron et Hermione se retrouvent donc sur le chemin de traverse. Enfin, Harry dans l'allée des embrumes. Et justement, à ce moment-là, quand Harry arrive à l'allée des embrumes, il sort pas comme ça de la boutique. En fait, quand il est dans la boutique, normalement, Drago Malfoy et son père arrivent dans la boutique. Voilà. Et il est juste de se cacher. Parce qu'il reconnaît Malfoy. Et il sort en fait après. Il manque cette scène-là. Parce que voilà, c'est un peu glauque de voir Lucius Malfoy, parce que c'est une boutique assez obscure quand même. Puis de voir les Malfoy arriver là-dedans, on se demande qu'est-ce qu'ils foutent là, tout simplement. Après, on comprendra qu'est-ce qu'ils foutent là, mais je vais pas non plus tout vous spoiler. Et c'est un peu dommage. Alors après, j'ai su que, enfin, je ne peux pas que j'ai su, si j'ai vu la vidéo, il y a bien une scène qui a été tournée là-dessus, mais elle n'a pas été intégrée au film. Elle est dans les scènes coupées, il me semble que vous pouvez la retrouver dans les scènes coupées, mais elle n'a pas été intégrée. Et je pense savoir pourquoi, c'est que l'apparition de Lucius Malfoy, donc se fait après, chronologiquement dans le film, avec les Weasley, est forcément un peu plus marquante. Voilà, là, si on l'avait juste vu avec son fils devant Harry, ça n'aurait pas été aussi marquant que de le voir arriver bim devant les Weasley, créer une espèce de conflit un peu. Je comprends pourquoi ils ont choisi de faire ça. Si on continue, alors parce que donc là la scène a quand même été tournée, par contre si on continue, il y a un personnage, je ne sais même pas si je vous en ai parlé dans le premier, mais c'est un personnage de Nick Quasi-Sans-Tête. Dans le bouquin, il y a tout un anniversaire, en fait son anniversaire à Nick Quasi-Sans-Tête, donc il est également connu sous le nom de Sir Nicolas, pour vraiment les puristes. C'est dommage, mais alors après, c'est une scène qui est différente, qui était sympa dans le bouquin, mais que concrètement, je suis pas non plus hyper déçu de ne pas avoir vu dans le film. Ça aurait pas forcément nourri le film, donc bon, c'est pas non plus hyper dramatique. Je tenais juste à vous le dire, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui sera sûr qui va être amené dans ce film, et je vais plus vous parler dans la partie spoil, parce que voilà, c'est quand même un élément du bouquin. Du film, c'est le fameux polynectar, la potion polynectar. Alors, cette potion, qui va être intégrée dans ce film, est légèrement différente au niveau de ses effets, dans le bouquin. C'est-à-dire que dans le bouquin, la potion du polynectar aura pour effet sur Harry de changer sa voix, de changer sa vision, et également celle de Ron. Alors que là, il est tout simplement... Ron aussi, ils sont tout simplement obligés de transformer un peu leur voix, d'imiter les personnages pour correspondre aux personnages qui prennent le rôle, donc Crabbe et Goyle. Puis même Harry, même quand il enlève ses lunettes, il voit que dalle. Voilà. Donc ils ont gardé ils ont changé au niveau des effets. Par rapport à Ron et Harry, peut-être pour rendre ça un peu plus, genre un espèce d'objectif un peu plus compliqué, genre être obligé en plus de la potion d'imiter des voix pour éviter d'être grillé, donc ça fait un peu plus de suspense. Peut-être qu'au niveau des doublages ça aurait été un peu trop chiant à faire, peut-être, pas sûr. Mais non, de toute façon même pas, parce que les personnages auraient juste pris leur rôle. Alors ouais, c'est peut-être pour faire jouer Ron et l'acteur d'Harry et de Ron, je sais pas. C'est un peu bizarre, mais bon. C'est le choix des réalisateurs, ils font un peu ce qu'ils veulent quand même. Hein. Et puis également, ce qu'il faut noter, c'est que Harry et Ron, et même Hermione, ne ressentent pas de douleur quand ils se transforment. De vraie douleur, on va dire. Parce que bon, ils ont envie de vomir, mais point. Après, ça change, ça fait des bulles, etc. Mais c'est assez rapide et c'est pas non plus violent. Et par contre, ça c'est sympa, c'est qu'ils l'ont changé dans la suite,
Enfin, dans la suite. Oui, en fait, ils l'ont changé une fois dans Harry Potter 4. Donc, je vais vous spoiler Harry Potter 4, hein, quand... Comment il s'appelle, Maugrey Folleuil utilise le polynectar. Pas trop vous spoiler non plus. Et là, c'est... Enfin, quand il se détransforme, c'est violent, il souffre... Donc bon, voilà, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Après, c'est vrai que c'est un film pour enfants. Et à la base, ils étaient jeunes. C'est peut-être un peu trop violent de les faire vraiment souffrir quand ils prennent le polynectar. Voilà. Ensuite, des petits trucs, et j'ai encore noté plusieurs petites choses sur la comparaison film et livre. Quand Harry se fait poursuivre par le cognard lors du match de Quidditch, bon, bien sûr, le Quidditch qui est encore mis à l'écart comme dans le premier, il y a juste un match, alors que dans le bouquin, il y en a plein. Ce qui est un peu dommage également, c'est de voir que normalement, Fred et George font des efforts immenses pour essayer d'empêcher le cognard d'aller taper Harry. C'est un peu leur rôle. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas du tout. Harry se démerde tout seul pour aller taper le cognard, pour aller essayer d'échapper au cognard. Mais je pense que pareil, c'est du côté cinéma, il fallait créer une espèce de petit duel entre Malfoy et lui, avec le cognard derrière, faire un peu de pression. Et voilà, c'est pareil, c'est au niveau scénario, c'est du scénario film, on peut pas forcément mettre tout ce qu'il y a dans le bouquin. Et bon, peut-être juste voir juste George, Fred ou George arriver, faire genre bim, dégonner le cognard. Bon, ça aurait pu être sympa à voir au cinéma. Après, c'est leur choix, il n'y a pas de souci. Si on continue dans le film, parce que c'est quand même assez chronologique, on apprend bien sûr donc, que Hermione est une sang de Bourne. Voilà. C'est le terme qui va apparaître dans ce film. Donc les sangs de Bourne, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les sorciers qui sont nés de parents moldus. Donc des parents sans pouvoir magique. Et cette explication, justement, la seule petite différence notable, c'est que là c'est Hermione qui l'explique. Parce que Hermione l'explique, voilà, dans le film. C'est peut-être à mettre un peu plus de poids sur son moment. Puis en plus, Hermione, comment dire, est considérée comme l'intelligente du groupe, donc ça fait encore plus le côté intello. Mais normalement, dans le bouquin, c'est Ron qui explique, tout simplement. Là, il est en train de gerber il est en train de vomir des limaces. Il peut pas tout faire. Ensuite, si on continue vraiment sur le film et comparaison film au bouquin, dans le livre, à la fin, quand Harry se bat contre le basilic, qui d'ailleurs, il a bien fait, Fumseg vient le sauver. Sauf que la différence avec le bouquin, c'est que dans le livre, Fumseg sauve Harry du venin du basilic avant que Harry détruise le journal. Or, dans le film, il détruit le journal, il tue donc Tom Jedusor, enfin le souvenir de Tom Jedusor, et après Fumseg arrive, et vient le sauver. Voilà. Et voilà, comme dans... Comment dire, c'est l'état d'esprit du film. On va rajouter un peu de petit côté un peu tragique, un peu triste, etc. Genre juste avant qu'il meure, boum, le Fumseg verse une larme et sauve Harry. Voilà, il fallait que le méchant soit mort, je pense, pour que Fumseg, sauve Harry. Voilà. Je pense que il fallait que tout soit fini pour dire voilà, on se concentre vraiment plus que là-dessus. Et pas genre ouais, Voldemort, Tom Jedusor, oui bon je vous ai spoilé quand même qui c'est Tom Jedusor, mais bon, c'est la partie spoil, hein. Pour pas justement qu'on se concentre sur deux plans. Je pense qu'il fallait faire plan par plan. Peut-être pour ça qu'ils ont choisi de faire ça. Alors, c'est tout pour la comparaison film et livre. Après, pour vraiment vous parler du film en lui-même, et donc continuer sur la partie spoil, je trouve que le film est quand même assez fidèle au bouquin. C'est pas pour moi le plus fidèle. Je vais vous dire tout de suite, pour moi, le plus fidèle au bouquin, c'est Harry Potter 7 partie 1. Alors oui, le film, on a l'impression qu'on se fait un peu chier devant, mais je vous garantis que si vous lisez Harry Potter 7 partie 1, on se fait également un peu chier au début. Mais c'est hyper bien retranscrit. Mais on en parlera dans la partie... sur la vidéo Harry Potter 7, la partie 1. Voilà. Et donc après, bien sûr, ce film met en place plein de choses. Il met en place les Horcruxes. Alors, on ne connaît pas encore ce que c'est, hein, bien sûr. Mais on voit le premier Horcrux, qui est donc le journal de Tom Jedusor. On apprend un peu plus sur l'histoire de Voldemort. Donc on apprend qu'il s'appelle Tom Jedusor, d'ailleurs, le côté avec les lettres qui se refont, etc. Genre Tom Jedusor, Tom Elvis Jedusor. Il inverse tout, ça fait I am Lord Voldemort. Enfin voilà, c'est super. Je kiffe ce moment, bien retranscrit au cinéma. Donc le basilic toujours hyper bien foutu.
Et ça met également en place, et c'est à ce moment-là qu'on comprend, enfin, vu qu'on ne sait pas ce que c'est que les Horcruxes, voilà, mais c'est à partir de là qu'on comprend qu'il y a un lien entre Voldemort et Harry. Enfin, parce que simplement, il parle fourche-langue. Voilà. Rien que ça, on comprend qu'il y a déjà une connexion avec Voldemort. Voilà. Et puis, on a également quelque chose qui continue à se tisser. C'est la relation entre Ron, excusez-moi. C'est la relation entre Harry et Dumbledore qui se crée et qui va bien sûr grandir au fur et à mesure des films et qui est vraiment sympa à voir se développer. Voilà. Ce sera tout sur ma critique Harry Potter et la Chambre des Secrets. Voilà, donc je voulais vous remercier pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, enfin voilà. Si ça vous a plu, allez-y, il n'y a pas de souci, dites-moi ce que vous en pensez, il n'y a pas de problème. Voilà. Et alors après, en ce qui concerne les vidéos qui vont suivre, on va partir donc bien sûr sur, pour ceux qui ont vu sur Instagram, je suis procuré le steelbook de Suicide Squad. Donc la prochaine vidéo après celle-ci sera basée sur le film Suicide Squad, mais pas que. Ce sera une vidéo un peu spéciale, parce que là j'aurais vraiment besoin de le comparer à un autre film. Et vu que je laisse quand même pas mal de côté les films d'animation, là je vais vous parler de deux films, Suicide Squad et le film Batman Assaut sur Arkham, qui est un film d'animation. Pour pouvoir le comparer avec Suicide Squad, il y a vraiment beaucoup de liens entre les deux films. Je pense qu'en les réalisateurs se sont beaucoup inspirés de ce film d'animation là. C'est pour ça que je vous présenterai les deux. Enfin, plus Suicide Squad, mais j'utiliserai vraiment une grosse partie du film d'animation Batman Assaut sur Arkham. Et bien sûr, derrière s'en suivra Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, tout simplement. Et donc là, il y aura énormément de choses à dire. Bon, j'essaierai de limiter au plus possible la vidéo, mais préparez-vous à avoir une partie spoil comparaison film-livre assez conséquente. Et malgré que ce soit mon film préféré, il y a quand même des changements assez importants par rapport au bouquin. Voilà. Et derrière, s'en suivra ensuite, je pense, les Spider-Man de Sam Raimi. Donc je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire, c'est regardez des films, portez-vous bien et à plus tout le monde. Salut!